Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons démarrer. Je suis Laurence Caron, Content Surf, directeur général. Je suis accompagnée de David Shelley. David? Merci Laurence. En tout cas, bienvenue. Je suis David Shelley, je suis directeur retail chez DXC Consulting, un cabinet leader dans la transformation digitale des entreprises et en responsabilité des offres de digital commerce. Et on a l'habitude de travailler ensemble sur tous les projets de transformation autour de la data. Je crois que c'est le sujet d'aujourd'hui. Absolument, tout à fait. Donc, Content Surf, juste très rapidement, nous sommes éditeurs de logiciels de PIM, de DAM, on gère beaucoup l'information produit. Aujourd'hui, avec David, on a décidé de vous présenter un webinar autour de la stratégie produit et omni-commerce et surtout comment faire simple et efficace. On vous a préparé un petit agenda qui va passer en revue différentes thématiques. L'objet pour nous est quand même de vous démontrer aujourd'hui comment créer une expérience émotionnelle et quels sont les leviers à notre disposition ou à votre disposition pour une stratégie efficace. On va démarrer sur l'agenda. On l'a calé en 4 points clés. Donc, la nouvelle place de la donnée. Comment va-t-elle s'intégrer au cœur de la stratégie de marque? Les différents secteurs d'activité et comment sont-ils concernés avec peut-être des exemples pratiques que David va nous présenter. Où se trouvent les données qui font le plus souvent défaut, notamment en termes de qualité? Les leviers, j'en ai parlé tout à l'heure. On fera un petit résumé puisque une fois qu'on vous aura expliqué tout ça, on va définir que faire maintenant et un petit snapshot pour vous présenter en quelques mots Contenser, l'éditeur et DXC, son partenaire premium. Impeccable. On démarre. David, première question pour toi. Quelle nouvelle place la donnée prend-elle aujourd'hui au cœur de tout notre quotidien et en particulier de la stratégie de marque? Je pense que dans ta question, Laurence, il y a plusieurs points. Tu parles de nouvelles expériences produits, nouvelles expériences de marque. On est vraiment dans une logique de rupture. On était dans une approche jusqu'à présent de dire, le produit, on était avec une stratégie de la matrice BCG, tout le monde la connaît, à savoir est-ce que le produit est catégorisé en vedette, en vache à lait, point mort, dilemme, ça tout le monde la connaît. Aujourd'hui, avec la digitalisation, les réflexions ont complètement changé. Je dis pas qu'on ne travaille plus dans ce mode de fonctionnement, mais on va dire qu'aujourd'hui, les problématiques sont beaucoup plus pragmatiques. Pragmatiques dans trois sens. Premier point, la rationalisation. On voit bien que, notamment avec l'époque, la crise sanitaire que nous vivons actuellement, il y a un vrai besoin de rationalisation. Je discutais avec une directrice de la transformation dans le secteur des télécoms. Aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin d'avoir tous mes accessoires dans tous mes points de vente? Ce sont des coûts de trésorerie, de stockage. Donc le premier axe est de pouvoir justement faire simple et efficace, puisque c'est un peu le thème Oui. de ce webinar, d'un point de vue disponibilité produit et référencement des produits. Le deuxième axe, c'est de travailler justement sur l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'innovation grâce aux nouvelles technologies. L'IoT, évidemment, bien entendu, le permet. De plus en plus de distributeurs travaillent sur les marques propres. D'ailleurs, il y a un peu de finalement, on est en train de casser les silos entre finalement les marques et les distributeurs, puisque tu me poses la question par rapport à la stratégie de marque. Aujourd'hui, il y a un petit peu une fusion des genres entre distributeurs et fabricants. Et enfin, le troisième point qui est essentiel, c'est comment je peux adapter l'offre par rapport à ma clientèle. Et alors, quand on parle d'adaptation de l'offre, on parle maintenant dans une logique d'approche d'usage client. Donc, on est passé finalement d'un ère de catégorie management à un ère finalement de réflexion d'une offre orientée sur des besoins, des contextes clients, des moments de vie d'un client. Et ce qui signifie que derrière, la data se nourrit sans cesse, en permanence. Elle évolue systématiquement, ce qui fait qu'en fait, on n'est plus dans une logique où on devait construire une offre pour un cycle annuel, mais on est dans une logique de construction d'offres agiles. Donc voilà, c'est les trois points, en tout cas les trois axes de réflexion qu'on peut voir chez nos clients aujourd'hui. Absolument. Donc, si on passe à la suite, hein, on a voilà l'information produit, quel que soit le lieu, le device. On a voilà de plus en plus d'accès à l'information. On a des clients de plus en plus volatiles ou de moins en moins loyaux à la marque. Donc, ça se transforme comment? Alors, en termes justement d'adaptation de l'offre, on parle, et là l'image elle est très illustrative finalement, puisqu'on parle d'expérientiel. Et aujourd'hui, on voit bien dans la logique de la gestion de la data, on parle plus uniquement d'attributs, mais on parle d'abord maintenant de content management, de visuel. Et quelque part, le visuel est l'élément qui doit accrocher le client
par rapport à son contexte, par rapport à son besoin, où on parle de projection finalement, de mise en avant de produits, de mise en scène d'un produit, de mise en musique par rapport à un contexte client. Et là, on voit clairement dans cette illustration, on n'est pas attaché finalement au produit en lui-même, mais on est vraiment attaché à l'image, à cette expérience qui est vraiment qui bouge justement. Et ça, c'est important. Tout à fait. Un petit exemple, hein, la marque canadienne, le groupe canadien Lululemon, qui justement est passé d'une stratégie centrée sur le produit à une stratégie centrée sur l'expérience, soit la mise en situation des produits. Voilà, ils sont spécialistes des habits de sport, enfin équipements de sport et en particulier du yoga. Une mise en situation leur a permis de gagner 82% en termes de croissance sur leur chiffre d'affaires grâce à un achat ou un parcours d'achat ultra personnalisé et individualisé. Donc clairement, en fait, sur cette année 2000 qu'on vient de clôturer, on a des problématiques. Voilà, il est important de se différencier plus que jamais. On va proposer aux clients, aux consommateurs des produits, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer une offre qui va composer à la fois le produit, son service, les options, les délais de livraison et autres. Et finalement, on va se poser la question suivante, qui est de prioriser. Donc l'année 2020, hein, on a clairement, hein, je viens d'en faire le résumé, de passer différenciation. Et donc la question suivante, ce sera de se dire, on a finalement les secteurs d'activité concernés, c'est-à-dire que on a des enjeux, mais en fonction des différents secteurs d'activité, va-t-on avoir la même acuité ou pas à la stratégie de marque? Quelles sont les réponses ou une approche finalement qu'on peut considérer en deux pans, David, d'un côté standard ou un petit peu plus sur une approche qui va être spécifique, avec quelques exemples. Alors, effectivement, il y a déjà cette approche standard de dire qu'aujourd'hui, la data est au cœur de la réflexion de transformation des marques. Ça, c'est évident. Et comme je l'ai évoqué, on n'est plus dans une approche statique, mais dynamique, où systématiquement, je dois quelque part un peu être dans une approche test and learn pour mettre en avant des nouveaux produits, des nouvelles informations, des nouveaux contextes ou nouvelles expériences autour de l'univers produit. Le point comme de départ à travers comme cette recherche, c'est aussi de travailler sur la productivité, car on est capable d'avoir cette dynamique-là si et seulement si je suis capable au sein de mon entreprise d'avoir de la productivité dans la gestion de la data end-to-end, c'est-à-dire de la collecte des données fournisseurs jusqu'à la mise en ligne des produits, que ce soit en magasin ou sur les différents canaux, réseaux sociaux, e-commerce ou autres canaux. Le deuxième élément, c'est que à travers cette explosion de la data, la question est de se dire mais comment je vais être capable d'exploiter toute cette richesse d'informations. On voit bien que dans les transformations digitales des entreprises, on parle de big data, data lake, etc. Mais quelque part, j'ai beau m'équiper d'une technologie, la question elle reste finalement humaine. C'est qu'à travers toute cette information, qu'elle soit structurée ou non structurée, comment je vais pouvoir l'exploiter. Certaines entreprises s'équipent de data scientists, mais la logique, et en tout cas la question est d'abord quelle est la stratégie, qu'est-ce que je veux en faire? Ça, c'est la question qui est essentielle. Et enfin, quelle est l'influence que je vais pouvoir donner à la data dans la mise en avant? On parlait d'une image, justement. Si je reprends cet exemple de tout à l'heure sur l'image, quelle va être l'influence? Et on va parler d'économie comportementale, c'est-à-dire qu'en fait, comment je vais avoir une influence sur le marché, mais aussi sur l'individu, sur son comportement, par rapport à la réaction, par rapport à son émotion qu'on va aller chercher face à une image, face à une présentation d'un produit. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est qu'à travers les secteurs, parce qu'il faut quand même que je réponde à cette question, il y a des spécificités, il y a différentes approches qui laissent finalement un jeu assez intéressant. Je vais reprendre un peu l'illustration du Vendée Globe, qui est la course actuelle, où il y a plusieurs stratégies. Ben là, en l'occurrence, on voit bien qu'entre les différents secteurs et même au sein d'un secteur, il y a plusieurs stratégies. Est-ce que j'oriente ma communication produit, ma stratégie sur la confiance, à savoir à travers la traçabilité produit? C'est par exemple dans le vin, je peux par exemple partager la récolte du raisin, avoir des vidéos qui démontrent la fabrication. Par exemple, ça peut être également dans le conseil. Comment je vais donner du conseil à mes clients dans des cas d'usage? Je pense par exemple à la jardinerie. J'achète un rosier, comment je vais l'entretenir par rapport à mon terrain, par rapport au niveau d'ensoleillement, par rapport aux différents engrais.
On parle évidemment d'éco-responsabilité aujourd'hui, c'est-à-dire que il est important que dans l'image produit, on véhicule en tout cas une image d'être soucieux par rapport à l'écologie, par rapport à la planète, cette responsabilité. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes qui jouent sur cette image de marque. Et enfin, bah, la marque, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, elle est en train de revenir finalement au devant de la scène. Alors ça serait presque un contre-pied ou un paradoxe de dire ça, et je m'explique quelque part en redonnant finalement du poids à l'image d'un produit, à la force du produit, à l'impact d'un produit par rapport finalement à un client, je redonne de l'image à la marque. Évidemment, les acteurs du luxe ont été les premiers à s'engouffrer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acteurs spécialisés là-dessus. Alors, juste peut-être illustrer un secteur qui est le food market, où on voit que même au sein d'un secteur, il y a plusieurs finalement variantes et il y a plusieurs stratégies. C'est-à-dire qu'en fait, certains vont travailler plutôt sur l'efficacité. Manger rapide, aujourd'hui, on est tous pressés avec la digitalisation, on doit manger rapide, efficace. D'autres vont travailler sur peut-être justement l'aspect santé, bien-être. Donc on voit différentes illustrations. Ça peut être manger sainement, manger selon des pratiques, par rapport aussi à des contraintes de respect d'hygiène alimentaire, le gluten, etc. Le manger rapidement. Donc on voit bien que derrière, ça offre toute une latitude dans la construction de l'offre produit et dans l'innovation. L'innovation n'est pas uniquement technologique, mais l'innovation est dans la façon aussi de raconter le produit, de le présenter, et on le voit bien dans ce cadre-là. Absolument, merci David. Et d'ailleurs, il y a peut-être une illustration justement. Absolument. Donc côté économie de l'émotion, tu en parlais, hein, économie comportementale de l'émotion. Comment on va essayer de gérer un petit peu plus de valeur, voilà, sur la côté création d'une relation intime, avec la possibilité, en fait, dans certains magasins qui sont déjà proposés, alors peut-être pas en France, mais sur d'autres pays proches ou lointains, un casque qui va un petit peu capter ou intégrer des capteurs, en permettre de captiver et capturer l'activité cérébrale en fonction des réactions observées. On va proposer une sélection de produits qui va être adaptée à la personne, au consommateur. On va se retrouver par exemple sur le goût et l'humeur et essayer de trouver des applications mobiles qui vont analyser le comportement, présenter un scénario en fonction de l'état émotionnel et pourquoi pas proposer un modèle adapté en termes de couleur, de design ou encore de matériaux. On a également les produits intelligents, on les côtoie au quotidien, bracelet connecté à une tablette qui va capter les données, ou encore les mouvements pour proposer un travail sur le stress ou au contraire sur l'engagement du consommateur. Enfin, on a la partie reconnaissance faciale. On déverrouille déjà pas mal de téléphones portables avec notre faciès, avec notre visage. On va ici pouvoir capter la peur, la joie et en fonction proposer des sujets. Ici, on propose voilà un sujet plutôt autour du voyage. On ne peut pas tous voyager en ce moment, mais clairement, on va pouvoir proposer la destination en fonction de l'humeur de la personne. Et puis la personnalisation individualisée. Bon, on connaît tous la possibilité de mettre nos prénoms voilà, sur certaines bouteilles de soda, même si on essaye de pas trop en consommer. Mais voilà, réaction émotionnelle. Vous l'avez compris, clairement, on est sur l'expérience émotionnelle. C'est déjà d'actualité, mais sans la qualité de données, que va-t-on faire? Exactement. Jusqu'à présent, on a parlé de stratégie, c'est essentiel. Aujourd'hui, plus que jamais, une approche disruptive et un engagement de transformation est vital, et ça, je crois qu'on l'a assez dit au début de l'exposé. Mais quelque part, si et seulement si, on est capable d'afficher une donnée de qualité. Alors, qu'est-ce que ça signifie une donnée de qualité? Je vais juste prendre un petit exemple pour l'illustrer. Je travaille aujourd'hui pour un des retailers et on avait pu constater que 20% des problèmes qui sont remontés à la hotline, des problématiques de magasin tout simplement, sont liés à des problèmes de données. Parce que la donnée est manquante, parce que la donnée est erronée, ce qui génère des problèmes opérationnels. Pour les magasins, pour les opérationnels, on va parler d'irritants opérationnels. Et donc, quelque part, le pilier, les fondamentaux réside dans la capacité justement à avoir un socle de données qui soit fiable et efficace, puisque le mot d'efficacité est un des mots-clés de ce webinaire. Donc c'est concrètement, ensemble on avait réfléchi comment on pouvait regrouper finalement les types d'irritants opérationnels
et les axes d'optimisation, d'amélioration pour les entreprises. On va en citer 4 qui, je pense, regroupent assez bien et illustrent assez bien les problématiques que rencontrent les différents retailers et les différents acteurs. Il y a tout d'abord, ça semble assez bête de le dire, mais ce qu'on appelle les basiques. Des problèmes par rapport à des codes EAN, des problèmes de poids de dimension. Vous imaginez les impacts. C'est que derrière, j'ai des impacts sur la logistique, puisque si je n'ai pas les bonnes mesures de poids de dimension, ça veut dire que derrière, ça peut avoir un impact par rapport à mon transporteur et des retards de livraison, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément qui est important, ce sont les argumentaires marketing. C'est-à-dire, je vais reprendre un peu l'exemple des applications de rencontres. Ce qui est important, et c'est un petit peu finalement un point clé dans la stratégie des différents acteurs, c'est créer le match entre le client et le produit. Et plus que jamais, cette illustration, elle est extrêmement vraie dans la capacité finalement à mettre en scène un produit par rapport à ses argumentaires. C'est-à-dire savoir vendre un produit. Et savoir vendre un produit, c'est savoir toucher un client. Et si je touche mon client, si je corresponds à ses attentes, à ses besoins, je vais effectivement déclencher ce qu'on appelle le match. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle les snacks. C'est-à-dire que concrètement, je suis face à une image, face à un descriptif sur un parcours client. Est-ce que finalement ces éléments-là vont me permettre de cliquer et d'avancer, on va dire, dans ma réflexion, dans ma curiosité de ma fiche produit? Si on n'a pas une image de qualité, on n'aura pas l'accroche du client. C'est évident. Puisqu'aujourd'hui, naturellement, notre regard avec le digital plus que jamais est attiré sur l'image. Et la qualité de l'image en fait partie, en tout cas, des points clés. Alors, enfin, le dernier élément, c'est ce que j'appellerais la catégorie des données techniques, les caractéristiques. Alors là, je vais faire un petit peu un contre-pied parce que ô combien aujourd'hui, quand vous allez voir une fiche produit, vous vous retrouvez avec une liste de caractéristiques infinie. Et quelque part, moi, ce qui m'intéresse quand je recherche un produit, c'est les caractéristiques qui vont correspondre à mon usage. Et en l'occurrence, j'ai besoin parfois d'avoir 3 ou 4 caractéristiques par rapport à une problématique. Et si je n'ai pas ces informations, ou si je passe 5 minutes ou 10 minutes à regarder la fiche, et à un moment donné, je vais lâcher l'affaire et on va abandonner l'acte d'achat. Et je pense que l'enjeu n'est pas tant d'avoir de la complétude dans les caractéristiques. Je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs ont des fiches produits assez détaillées. Je pense que là, il y a eu un énorme travail aujourd'hui grâce aux solutions PIM, qui ont permis et qui continuent à permettre d'enrichir l'information produit avec toutes ces caractéristiques. Mais maintenant, je pense que l'enjeu, c'est vraiment de travailler sur cette efficacité de mise en avant contextuelle. Et c'est là où on fait appel à la technologie par rapport à l'intelligence artificielle qui fait que selon le type de client, de comportement, l'affichage des caractéristiques va diverger et va s'adapter au comportement du client. Absolument. Et au profil du client. Donc, dernier point pour conclure notre série de 4. Passons en revue un petit peu qu'est-ce qu'on a à notre disposition, les leviers qu'on peut utiliser pour mettre en place une stratégie efficace et surtout, quelles vont être les bonnes priorités. Alors, je pense que vous l'avez compris, il y a 2 axes de réflexion. Il y a un axe de travail sur les basiques et un axe de travailler la data comme un mode projet. Concrètement, on ne peut pas fonctionner avec la digitalisation de manière itérative sans avoir une réflexion de là où on veut aller. Quelle est la stratégie? Quelles sont les datas qui sont essentielles à mon business et qui vont être les piliers de demain de mon image de marque, au risque de devoir se disperser et de perdre finalement le fil sur la gestion de la data. Et ça, c'est essentiel. Donc, ce qui signifie se poser des questions d'un point de vue de la stratégie, d'un point de vue du comportement de la data, de l'impact de la data, sur la gouvernance de la data. Aujourd'hui, la data n'est plus une affaire de spécialistes. La data est clairement un enjeu d'entreprise qui touche la direction générale. On peut observer différents modèles d'organisation dans les entreprises.
Et enfin, derrière, évidemment, quelle est la rentabilité? Quelle est la valeur de la data sur mon business? Et sur ce point-là, pour le coup, on a besoin d'une démarche itérative, c'est-à-dire on va tester et on va être dans une amélioration continue quand on affiche une nouvelle photo, une nouvelle image. Je reprends encore une fois l'image. Je décide de changer le concept et l'image ou l'univers d'un produit. Typiquement, quel est l'impact? L'impact en termes de trafic, l'impact en termes de clics sur le produit, l'impact sur le temps passé sur la fiche produit, l'impact sur la conversion. Autant de KPI qu'il faut définir selon votre stratégie. Et là, pour le coup, on doit être dans une approche test and learn pour arriver à finalement à travailler sur sur une approche de roadmap et de priorisation. Et alors, on parle beaucoup de technologie. Eh oui. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue. Qui mettons-nous au centre? Exactement. C'est-à-dire que finalement, on peut faire des analyses statistiques avec des data scientists dans tous les sens. Ça, c'est une chose. Et évidemment, ça rentre dans le projet de transformation. Néanmoins, la meilleure information reste l'information qui est terrain, l'information qui est utilisée par le vendeur, l'information qui est utilisée par le client. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, et je pense que ça va être potentiellement un des axes les plus importants de la transformation avec la data, c'est comment finalement on repositionne le vendeur et le client au centre de la transformation digitale. Quelque part, potentiellement demain, on ne parlera même plus de relation client-vendeur, mais on parlera de personas enthousiastes qui vont justement travailler ensemble sur justement l'optimisation de l'offre et quelque part, ce sont eux qui vont être au centre de l'innovation produit dans les années à venir. Donc ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on parle bien évidemment du produit, mais plus que, on parle vraiment de l'offre. Donc, en résumé, qu'allons-nous faire maintenant? On a bien évidemment des priorités à mettre en place. On a la digitalisation qui va être centrée sur le client. Et surtout, il va falloir investir dans ce qu'on appelle l'invisible. David parlait des basiques tout à l'heure. On parle de Snack Info, Snack Content. On parle de beaucoup de possibilités d'aller mettre en place une stratégie autour de la donnée en mettant au centre votre client. La qualité des données est extrêmement importante puisqu'en fait, il faut aller apporter de l'information à jour, complète, pour éviter les coûts infinis des retours, par exemple, pour aller adresser les nouveaux comportements des utilisateurs et notamment sur tous les points de contact. Donc, ça veut dire avoir de l'information cohérente, riche, mais pas que. Il faut aussi aller pouvoir accéder aux bonnes personnes au bon moment. On parle toujours de le bon timing est le plus important, avec des données existantes, mais également s'équiper ou en tout cas aller équiper les équipes métiers pour pouvoir exploiter des données qui sont déjà présentes, existantes et qui font foison, avec le but ultime. Là, on parle de défenseurs acharnés d'une marque. Tout à l'heure, on parlait d'ambassadeurs. Voilà, la fidélisation, acquérir un client coûte beaucoup plus cher que de fidéliser les clients existants. Et encore, le focus sur l'engagement, sur l'expérience émotionnelle plutôt que des stratégies marketing one-shot ou qu'on évoquait comme omnichannel. On passe vraiment sur de l'omni-commerce. Aujourd'hui, je ne dois pas communiquer sur tous les canaux disponibles ou à ma disposition ou en créer de nouveaux, que ce soit des marketplaces, B2B ou B2C, ou encore sur des sites web, sites de e-commerce, ou avec des catalogues, avec des fiches produits, des documents, des petits flyers et autres. On est sur de l'omni-commerce. Je dois avoir des sources de revenus compte tenu de cette nouvelle digitalisation et surtout de l'agilité qui ne nous donne plus de choix avec le contexte actuel. Le tout étant autour de la technologie au service des métiers, au service de vos clients et non l'inverse. Je rebondirais sur un point, Laurence, puisque tu parlais de fidélisation. Et on peut observer que dans les années, effectivement, 2000-2010, il y a eu la course, en tout cas, tout un tas de réflexions autour de la fidélisation à travers les cartes de fidélité, les cartes cadeaux, etc. Et on voit clairement une rupture aujourd'hui dans la stratégie où aujourd'hui on fidélise non plus le client, mais on fidélise par le produit.
par son expérience. Il suffit regarder, d'observer les grands acteurs du GAFA. En l'occurrence, la stratégie n'est pas tant de fidéliser les clients à une application, mais c'est plutôt d'offrir le service le plus simple, une information, le produit extrêmement visible, clair, qui fait que très rapidement, le client est capable de se repérer et de se projeter par l'hyper-personnalisation où on va lui afficher tout de suite une liste de produits qui va correspondre à son contexte de vie. Et ça, je pense que c'est important de pointer du doigt cette nouvelle stratégie de fidélisation où le produit, finalement, revient au cœur de la stratégie. Il ne faut pas rappeler que le retail, d'ailleurs, le point clé du retail, ça reste le produit. Absolument. Donc, retour aux sources, finalement. Retour aux sources, c'est ça, en fait. C'est retour aux sources. Et la technologie, un enabler uniquement. David, quelques mots sur DXC pour terminer cette séance? Avec plaisir. Encore merci d'avoir participé et d'avoir pu échanger sur ce sujet qui nous tient à cœur. Pour illustrer un petit peu DXC, on est un gros cabinet mondial, on pèse un peu plus de 20 milliards. Mais ce qui est important, c'est que quand on travaille sur une problématique, par exemple, sur la transformation digitale de l'offre produit, on a parlé autour de cette table de technologie. On a parlé de ce que j'appellerais human factor, d'économie comportementale. Et quelque part, la force de DXC, c'est justement d'apporter cette offre de service autour de ces transformations digitales. On va parler de mobilité, on va parler d'expérience client, du UX expérience, de la sécurité de la data, de l'architecture, de big data. Et également toute la partie réflexion sur l'économie comportementale. Et c'est un petit peu notre positionnement DXC qu'on essaye de prôner et de pousser et de travailler au jour le jour avec nos clients et avec nos partenaires. Absolument, merci David. Donc merci aussi d'avoir accepté de nous rejoindre sur cette présentation. Quelques mots sur Contenser. On est donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est spécialiste du PIM DAM, donc gestion de l'information produit, gestion de l'information, tout ce qui va être visuel, assets, vidéo, photos, qui vont permettre d'illustrer et de mettre en scène les produits que l'on veut commercialiser. On a une bonne histoire autour des projets PIM et DAM avec plus de 400 clients. On est présent un petit peu sur tous les continents et surtout, on travaille dans des domaines qui sont plutôt le manufacturing, le retail, le brand manufacturing, un peu la chimie et quelques logos pour illustrer un petit peu avec qui nous travaillons aujourd'hui. Je vous propose en fait de conclure avec nos contacts, comme ça vous pourrez nous contacter en direct, donc avec nos coordonnées et surtout, nous vous proposons avec David donc de passer sur l'espace networking. On est disponible les 2 jours, alors surtout avec l'équipe Contenser, mais voilà, on vous fera accéder à David également si vous avez des questions particulières pour DXC. On a été ravis de présenter aujourd'hui et de partager un petit peu notre expérience, partager un petit peu ce qu'on pensait sur la vision et la mission qu'on avait et comment on pouvait vous accompagner au quotidien. Merci encore. Merci, excellente journée. Au revoir. Au revoir. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.